Il y a des mots qui font peur, des mots qu'on ne souhaiterait jamais entendre ni pour nous-mêmes, ni pour ceux qui nous sont chers. Parmi les plus redoutés, le cancer. Pourtant, les statistiques et les prévisions nous disent que, au cours de leur vie, 2 Canadiens sur 5 vivront l'expérience du cancer. Alors, le cancer est-il une fatalité ou est-il possible de le prévenir? Il est écrit, une émission présentée par Rémi Ballet. Les statistiques nous disent que chaque année au Canada, 200 000 personnes sont atteintes du cancer. 80 000 personnes en décèdent. 2 Canadiens sur 5 seront atteints du cancer durant leur vie. Et les statistiques ne font, semble-t-il, que d'aller en croissant. Alors forcément, quand on parle du cancer, on parle d'un problème majeur dans notre société. Et pour en parler aujourd'hui, je reçois le docteur Marianne Lemay, qui est non pas une spécialiste du cancer, mais une passionnée de la prévention. Marianne Lemay, bonjour. Bonjour. Alors, les statistiques que je viens de donner sont assez effrayantes. Le cancer est en progression, c'est la première cause de décès maintenant au Canada. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ou est-ce que c'est finalement dans les gènes, dans l'air, dans notre société telle qu'elle est aujourd'hui? C'est dans tout ça, en fait. C'est dans des choses qu'on peut modifier. C'est aussi dans des choses qu'on ne peut pas modifier. C'est sûr que quand on focus seulement sur les choses que l'on ne peut pas modifier, ça devient assez décourageant comme portrait parce qu'on se sent totalement impuissant. On se sent face à un géant qui peut nous engloutir à tout moment. On ne sait jamais quand ça va arriver, à qui ça va arriver, si on va en mourir ou non. Donc, on peut parler des facteurs de risque qui sont non modifiables et puis des facteurs de risque qui sont modifiables. Donc aujourd'hui, c'est sûr, puisqu'on parle de prévenir le cancer, on va s'arrêter sur ceux qui sont modifiables. Ceux qui sont non modifiables, rapidement, quelques-uns. On ne peut pas changer notre famille. Moi, je dis toujours, on ne peut pas changer notre bagage génétique. On peut changer la façon dont il va s'exprimer par nos habitudes de vie, mais j'ai un bagage génétique que je ne peux pas nier, qui vient de ma famille. Donc, ça, c'est une chose qu'on ne peut pas changer. Je ne peux pas changer non plus les bactéries, les virus qui sont dans l'environnement. Je peux avoir un contrôle quelquefois, sur le fait d'être contaminé ou pas par certains virus, certaines bactéries, mais c'est pas toujours que je peux avoir le contrôle. Et puis, si j'ai un autre cancer, je peux pas changer le fait que le traitement pour mon cancer peut aussi me mettre plus à risque pour d'autres cancers. Lui-même engendrer d'autres formes de cancer. Exactement. Et puis, l'autre chose, c'est que je peux pas non plus changer mes autres diagnostics. Si j'ai un diagnostic de fibrose pulmonaire ou de colite ulcéreuse ou j'en passe, je suis plus à risque d'avoir le cancer. Et puis ça, c'est des choses que je peux pas changer. Alors, on doit vivre avec ce qu'on ne peut pas changer. Exactement. Là, il y a une dimension d'acceptation. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut changer. Exactement. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est la chose qui est la bonne nouvelle. Et puis, on sait qu'aujourd'hui, c'est pas banal de prendre en considération ces choses-là parce que ça peut vraiment avoir un impact. On a longtemps entendu parler, dans ces dernières années, de l'impact du tabac sur la santé, entre autres sur le cancer, parce que le tabac va causer non seulement le cancer du poumon, mais plusieurs autres types de cancers. Donc, ça peut causer le cancer jusqu'à 30 des morts. En fait, le tabac va causer jusqu'à 30 des morts causées par le cancer. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme, surtout dans une société où est-ce qu'on est plus sensibilisé aux impacts du tabac. Quelque chose qu'on est en train de se rendre compte également, ça, c'est plus dans les dernières années, surtout en Amérique du Nord, on voit le genre d'épidémie d'obésité qui est en train de naître. On s'est rendu compte récemment que le surplus de poids est un facteur de risque pour le cancer. Ça peut être en cause jusqu'à 20 des cancers. C'est pas banal, ça non plus. C'est un chiffre assez effarant. Alors, ça veut dire, parce qu'en plus, cette épidémie d'obésité dont vous parlez, elle est en train de s'internationaliser, si je puis dire ça Exactement. comme ça. Donc là, il y a quelque chose de majeur. Exactement. Puis, l'Organisation mondiale de la santé fait vraiment beaucoup d'efforts et puis de prévention à ce niveau-là pour essayer de sensibiliser les gens à faire attention
à ces aspects-là. Il y a tout l'aspect infectiologique qui est au niveau des pays sous-développés ou en voie de développement est important. Mais dans les sociétés qui sont plus industrialisées, le surplus pondéral devient vraiment un problème. Donc, il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels on peut agir. Et ce qu'on va peut-être essayer de partager aujourd'hui ensemble, c'est justement quels sont les actes concrets qu'on peut poser pour nous permettre, non pas d'éviter à 100% de manière sûre le cancer, ça, c'est pas possible, mais en tout cas de faire le maximum pour le prévenir. Ça, c'est possible. Exactement. Donc, on vient de parler du tabac, on vient de parler du surplus pondéral. Je pense que si on fume, c'est de faire tous nos efforts pour arrêter de fumer. Si on n'a pas commencé à fumer, bien, c'est d'éviter de commencer à fumer parce que ça peut être, à certains moments de la vie, des fois difficile de résister à quelque chose qui peut nous donner l'impression qu'on peut avoir plus de facilité à gérer nos stress. Donc, s'il y a des jeunes en particulier qui regardent notre émission et qui peuvent être tentés de faire comme les copains, ça vaut la peine de ne jamais commencer. Ça vaut la peine de ne jamais commencer. Des fois, c'est difficile de résister à une tentation telle que quelque chose qui est tellement autour de nous, quelque chose qui peut nous apporter un certain bien-être momentané, mais je crois que c'est vraiment important de se souvenir des conséquences que ça peut avoir puis d'essayer d'éviter de commencer. On parle du surplus pondéral. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter le surplus pondéral? Moins manger? Entre autres, moins manger, mais je pense que quand on regarde ce point-là, il y a plein de choses qui en découlent, qui font partie de la prévention elle-même du cancer. Donc, une alimentation qui est saine. Oui, on parle de moins manger, mais peut-être aussi ce qu'on mange. On sait qu'une alimentation qui est riche en gras va favoriser le surplus pondéral et va favoriser aussi beaucoup d'autres maladies. Donc, une alimentation qui est faible en gras, une alimentation qui est riche en fruits et en légumes. On sait que juste le fait d'avoir une alimentation riche en fruits et en légumes, ça peut prévenir jusqu'à 5 des cancers. Puis ça, c'est ce qu'on sait. Ça, c'est à part de tous les autres chiffres qu'on va collecter pour tous les autres facteurs de risque modifiables qu'on a pour le cancer. Si on s'arrête un tout petit instant sur l'alimentation, parce que c'est quand même quelque chose de majeur. Quels vont être les bons conseils anti-cancer dans le domaine de l'alimentation? Vous avez dit limiter le gras, en particulier le gras animal. Particulièrement, oui. Mais tout gras, je sais que, tu sais, nos croustilles ne sont pas frites dans du gras animal, elles sont frites dans du gras végétal, mais ce n'est pas pour autant quelque chose qui va être sain pour notre corps. On va parler du gras, on va parler d'augmenter notre consommation de fruits et de légumes, de diminuer surtout, je sais, récemment, dans les derniers mois, on a beaucoup parlé de ça, d'éviter les viandes qui ont été transformées, particulièrement les viandes rouges qui ont été transformées, mais toute viande transformée. On sait maintenant que c'est devenu un facteur de risque. C'est devenu, ça l'a toujours été, mais on l'a identifié comme étant un facteur de risque évitable pour le cancer. Et puis... quand on parle de viande transformée, on parle de quoi? On parle de saucisses, on parle de... Tout ce qui va être des charcuteries, tout ce qui va être mis en boîte, même les boulettes de viande mises en boîte, tout ce qui va être dans des soupes mises en boîte, tout ce qui est passé par l'industrie va être considéré comme une viande transformée. Que ce soit de la volaille, que ce soit une viande rouge, ça va être autant du porc que l'agneau, que de bœuf, tout type de viande qui a été transformée est un facteur de risque pour le cancer. Donc, évitez cela. Éviter également les viandes qui ont été cuites à haute température. Puis ça, je sais que c'est difficile parce que c'est bon. On aime manger quelque chose qui est cuit sur notre barbecue. On aime manger des choses des viandes rouges qui sont cuites à haute température parce que ça relève le goût. Mais on sait que ça fait partie des choses qui sont à éviter. Donc, le barbecue, avec aussi tout ce qui est comme ça, presque carbonisé. Va devenir un facteur important aussi de cancer. Dans le domaine de l'alimentation, il y a d'autres choses qu'on devrait retenir pour... Bien, tout ce qui va nous aider à garder un poids raisonnable, un poids de santé, si je pourrais dire ça comme ça, même si on n'aime pas parler de ce concept-là, on va parler d'avoir une alimentation qui est riche en grains entiers parce qu'on sait que les grains entiers favorisent la régulation de la satiété. On a déjà parlé d'utiliser des substituts de viande. Les légumineuses sont très avantageuses. Elles peuvent même nous aider à réduire notre risque de cancer comme substitut à la viande. Les produits laitiers, c'est encore quelque chose qui est très, très controversé. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Bon, bref, on ne va pas nécessairement s'emballer dans une controverse aujourd'hui. Ce n'est pas nécessairement le but de la chose. Mais je pense que c'est important de se souvenir que tout ce qui est important pour garder un poids santé, un poids qui est raisonnable, va nous aider. Donc, l'activité physique,
Manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, des grains entiers, limiter notre consommation de gras. Et puis, on parle des boissons aussi également. Boire quelque chose qui ne nous donne pas trop de calories, boire de l'eau, éviter les boissons sucrées. Bon, encore, qu'est-ce que je vais dire? Il faut retourner dans nos cuisines, bref. Oui, un instant, quand on parle boire de l'eau, donc on en a déjà parlé dans une émission précédente, à part l'eau, quels seraient les breuvages et les boissons qui seraient recommandables et quels sont ceux qui sont dommageables? C'est sûr que toutes les boissons qui sont sucrées, même si elles ne sont pas nécessairement des sucres raffinés, nous apportent des calories. Fait que si, admettons, j'ai le choix entre manger une orange et boire un verre de jus d'orange, je suis mieux de manger l'orange. C'est l'aliment complet avec ses fibres. Voilà. Je ne suis pas en train de dire que le jus d'orange est poison, pas du tout. OK, vraiment pas. Il faut aussi faire attention, par exemple, quand on consomme des jus de légumes, si on mange les légumes, on va avoir les nutriments, l'eau, les fibres qui viennent avec, sans avoir tout l'apport en sel qu'il va avoir dans notre jus de légumes. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut absolument à tout prix éviter de boire du jus de légumes. Il y a des choses, par contre, qu'il faut plus éviter. Ici, on parle des boissons qui sont alcoolisées. On sait que l'alcool est franchement un facteur de risque pour le cancer, pour plusieurs cancers. Donc, même si certaines personnes peuvent trouver des bénéfices à consommer de l'alcool de temps à autre, de plus en plus, la recommandation est d'éviter l'alcool. Okay. On peut dire un petit mot justement sur l'alcool. On est certain maintenant qu'il y a un lien entre l'alcool et certains cancers. Oh oui, ça, c'est quelque chose qui est bien définitif. Ça, c'est plus un secret, si je pourrais dire ça comme ça. C'est sûr que l'alcool est un sujet qui est très controversé. On aime toujours comprendre qu'il y a des bénéfices à boire de l'alcool. En France, le pays d'où je viens, on nous dit que boire du vin rouge, c'est bon pour la santé. Et puis, il y a plusieurs études qui ont tenté de démontrer, en fait, qui ont semblé démontrer ça. Et puis, j'ai quand même trouvé intéressant récemment de vérifier tous les documents qu'Éducalcool nous propose, le document qui nous amène aux recommandations. Et puis, si on regarde toutes les recommandations qui nous mettent sur ne pas consommer d'alcool quand on est en jeune âge, jusqu'à l'âge de 25 ans, il faut éviter complètement. Il y a tellement de circonstances de vie où est-ce qu'il faut éviter que même si on prend juste un comprimé pour notre hypertension, il faut éviter. Finalement, ben, je me dis que le meilleur état, c'est de vivre sans alcool. Vivre sans alcool, on est libre. Bon, il y en a qui veulent faire différemment, c'est libre à eux, mais je crois que la chose qui est à retenir ici, c'est qu'il ne faut pas négliger l'impact que ça peut avoir. On sait que 3 consommations par semaine chez une femme augmente déjà son risque de cancer du sein, chose qui est considérée comme une consommation très faible. 3 consommations par semaine, ce n'est pas considéré comme étant une consommation qui est problématique. On a déjà fait un lien avec le cancer. Donc, on a parlé donc, du tabac à proscrire. On vient de parler de l'alcool en disant le mieux, c'est de vivre sans alcool. On a parlé également du poids, de maintenir son poids. L'alimentation va jouer un rôle. L'exercice va aussi jouer un rôle. Quels autres conseils encore pour prévenir le cancer? Particulièrement dans les endroits où est-ce qu'on manque de soleil, ça va être de consommer un supplément de vitamine D. On sait de plus en plus que la vitamine D est quelque chose qui nous aide à lutter contre le cancer. Et puis, dans différentes circonstances, on ne peut pas avoir accès à cette vitamine D-là de par notre situation géographique, de par nos conditions de santé. On parle de personnes, par exemple, qui sont dans des résidences pour personnes âgées qui n'ont pas l'occasion de sortir beaucoup. Parce que la vitamine D est synthétisée par le soleil, entre autres. Mais on sait qu'on peut maintenant consommer des suppléments qui nous aident à combler le manque à gagner. Donc, c'est quelque chose qui est important à se souvenir. De plus en plus, on en parle de la vitamine D. Puis, l'autre chose que j'aimerais aussi ajouter, c'est dans la société où on aime ça avoir l'air bronzé. Parce que c'est un signe comme quoi on est en santé, on a accès à aller à la plage, on a la possibilité de le faire. Chose qui est peut-être intéressante à faire également, sauf qu'on sait aujourd'hui que les salons de bronzage, même si on a les rayons, semble-t-il, les plus sécuritaires qui existent, sont également un facteur de risque, autant que l'exposition excessive au soleil pour les cancers. Donc, évitez ça. Il y a eu d'ailleurs certains presque scandales autour des salons de bronzage. Il y a des réglementations maintenant. Ce qu'on a considéré longtemps comme un facteur de santé ou de belle apparence, finalement, se révèle dangereux. Exactement, surtout dans certaines conditions. Si on a des types de peau encore plus fragiles, mais tous les types de peau peuvent en souffrir, mais il y a certains types de peau qui sont plus fragiles, puis certaines conditions de santé qui font qu'on est plus fragile, fait qu'il faut vraiment faire attention. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'exposer du tout au soleil, parce qu'on a dit dans une émission précédente qu'on a quand même besoin du soleil, mais modérément.
Il faut faire attention, exactement. Il ne faut pas exagérer. Et puis, quand on le fait d'une façon sécuritaire, à ce moment-là, on peut en avoir les bénéfices sans avoir toutes les conséquences qui peuvent être associées avec un excès. Et pour nous qui sommes au Canada, la supplémentation en vitamine D est recommandée, en particulier l'hiver? Ah, écoutez, ça va aller. On parle maintenant d'à peu près 10 000 unités par semaine. Ça peut être moins, ça peut être un peu plus, mais on sait que jusqu'à 14 à 20 000 unités par semaine, ce n'est pas quelque chose qui est considéré problématique. Fait que, par exemple, une personne qui décide de consommer 1 000 unités par jour, ce qui fait 7 000 unités par semaine, c'est totalement adéquat pour une prévention quotidienne régulière pour quelqu'un qui est en santé, là. Pour la vitamine D. D'autres choses encore? Bien, faire attention peut-être à s'exposer à certains virus, certaines bactéries. On sait qu'aujourd'hui, il y a des vaccins qui existent pour nous aider à lutter contre certains virus, certaines bactéries. Pour les gens qui ont des pratiques sexuelles qui ne sont pas sécuritaires, on dit toujours, faites attention, organisez-vous pour être le moins en contact avec des virus. On parle entre autres du virus du papillon humain qui, on sait, chez la femme, cause le cancer du col de l'utérus dans plus que 99 des cas. Donc, faire attention à ça également, c'est pas banal parce que le cancer du col de l'utérus, c'est un cancer qui, lorsqu'il tue les jeunes femmes qui ont des enfants. Fait que ça a des conséquences lourdes au niveau social. Donc, je sais que de plus en plus, plusieurs gouvernements font en sorte que nos jeunes puissent être protégés contre ce virus-là. Puis, au niveau personnel, on peut également faire des actions concrètes ou prendre des décisions pour essayer de se protéger contre ce virus. Ça, c'est le cancer se transmet aussi donc par voie sexuelle. Exactement. Bien, dans ce cas-là, dans ce type de cancer. Dans ce cas précis. Est-ce qu'il y a certains conseils qui sont spécifiques pour certains cancers en particulier? Parce que là, on parle d'un type de cancer. Est-ce qu'il y a des préventions que vous aimeriez partager avec nous concernant certains cancers en particulier? Bien, à part un peu des choses comme ça, ne pas fumer pour certains cancers, comme le cancer du poumon, de la gorge, du poumon, de la langue, de l'œsophage, de l'estomac, puis les pratiques sexuelles non sécuritaires pour les cancers plus au niveau du col de l'utérus et tout ça. Je pense qu'on pourrait parler très longtemps de ça, mais ce n'est pas nécessairement nécessaire de focusser sur tout ce qu'on peut faire pour éviter certains types de cancers. Je crois qu'on se perdrait, ce serait un peu trop lourd. Mais si on retient les conseils généraux qu'on vient de mentionner pour essayer de lutter contre le cancer, pas lutter contre la maladie, mais lutter contre la survenue, travailler sur la prévention, on a déjà gagné beaucoup parce que déjà de tout faire ça, ça prend une discipline et une maîtrise de soi qui est quand même considérable. Ça implique des changements concrets dans notre vie. Exactement. Puis, une chose aussi, c'est qu'une fois qu'on est face à la réalité que peut-être on l'a ou on l'a, ou que quelqu'un dans notre famille l'a, toute attitude par rapport à ça va être importante. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'aller condamner quelqu'un qui a un diagnostic de cancer. Je crois qu'il faut faire preuve de beaucoup de compassion. Ce n'est pas facile de vivre avec le fait qu'on peut avoir une maladie qui peut nous emporter. Puis l'autre chose, c'est aussi d'accepter, quand c'est nous, ou même si c'est quelqu'un de notre famille, d'accepter la réalité, ne pas toujours nier. On peut être tenté, oui, de jouer à l'autruche, de faire comme s'il y avait rien. Exactement, ou d'être en colère, d'être fâché, de sentir très coupable, ou encore, des fois, c'est de l'auto-accusation ou l'accusation des autres. Je crois qu'il faut faire attention d'adopter une bonne attitude positive quand on a ce genre de diagnostic autour de nous ou soi-même, parce qu'on sait que notre prédisposition d'esprit qui est favorable à accepter un certain nombre de choses de la vie va être un facteur qui va nous aider à bien soit lutter contre la maladie ou encore vivre avec certaines conséquences. On est plus résilient, on est plus en paix, on est moins tourmenté. Donc, vous nous suggérez, dans ces cas-là, d'une part, d'accepter la maladie, d'autre part, d'avoir confiance, de se lancer parfois dans le traitement qui est prescrit. Totalement, parce qu'on sait aujourd'hui que le cancer, on n'a pas un seul traitement, on n'a pas un seul cancer. Chaque cancer et chaque individu doivent être pris en considération pour trouver la meilleure solution possible. Il y a des spécialistes qui travaillent là-dessus, la recherche travaille là-dessus de façon acharnée également pour tenter de trouver la meilleure solution adaptée pour vous. Puis ça, je crois que c'est quelque chose qui est à prendre en considération. Puis avec les professionnels, vous allez pouvoir vraiment trouver la voie que vous allez vouloir adopter pour
le traitement ou le non-traitement de votre cancer. Si vous êtes quelqu'un qui voulait absolument avoir un traitement pour votre cancer, ils vont avoir quelque chose à vous proposer, puis ils vont vous dire comment ça va fonctionner. Mais si vous vous dites, écoutez, moi, j'ai une bonne vie bien remplie, j'ai mes enfants, j'ai petits-enfants, tout va bien, je suis remplie de mes jours. Un jour, la mort s'en vient de toute façon, je vais accepter, puis je vais laisser aller d'une certaine façon, je vais m'aider pour pas trop souffrir, tout ça, mais je vais pas m'acharner à faire des traitements qui vont me faire plus souffrir que ma maladie comme telle. C'est libre à vous. On peut pas dicter ce que vous allez vouloir faire. Il y a toute la dimension justement de l'acceptation personnelle et ensuite de voir comment Exactement. on veut traiter C'est les vraiment choses. important de voir avec les équipes. Il y a des équipes bien entraînées pour vous coacher, vous diriger dans tout ça, vous accompagner, exactement. Ça va faire en sorte que vous allez pouvoir prendre une décision qui soit juste et éclairée, et puis ils vont vous soutenir dans ce que vous allez avoir pris comme décision ou comme traitement, tout dépendamment quelle voie vous allez avoir adoptée. Autrement dit, même si le cancer est une réalité terrible et qui peut faire peur, il y a bien des moyens de pouvoir le prévenir. Et si jamais on est atteint, de pouvoir le vivre d'une manière qui ne fasse pas de nous quelqu'un de terrassé, mais de pouvoir le vivre avec une certaine sérénité, c'est ce que vous voulez nous dire? Exactement. Puis de ne pas oublier que le cancer est en train de devenir un fléau mondial. Si l'Organisation mondiale de la santé est en train de tellement focusser sur ce thème, c'est parce que c'est en train de devenir vraiment un problème majeur. Et puis, chaque individu, on peut avoir notre part à jouer dans la prévention de cette maladie. On doit sentir qu'on peut avoir un pouvoir là-dessus, de ne pas se sentir complètement anéanti ou sans ressources. On a des choses à notre disposition, puis si on décide de les mettre en application, ça peut faire une différence, pas juste pour nous, mais pour les autres également. Docteur Lemay, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous, et certainement qu'on aura l'occasion de se retrouver pour parler encore de prévention. C'est bon, merci. Bonjour, je m'appelle Sylvain Duval et je suis responsable des cours bibliques à Il est écrit. J'aimerais personnellement vous inviter à approfondir les sujets abordés dans nos émissions à l'aide du cours Découverte. Cette étude explore tous les grands thèmes bibliques en relation avec notre vie quotidienne. Ce cours est entièrement gratuit. Vous pouvez le suivre par correspondance, par Internet et bien sûr en personne avec un instructeur. Inscrivez-vous dès maintenant à ilestécrit.tv ou tout simplement par téléphone au 1-866-729-3515. Pour ceux d'entre vous qui voudraient aller plus loin sur le sujet important de l'émission d'aujourd'hui, voici notre offre de la semaine que nous présente France. Bonjour Rémi. Bonjour France. On a une offre qui nous permet, comme tu l'as dit, d'aller beaucoup plus loin sur le sujet d'aujourd'hui. Ça s'intitule « 24 stratégies éprouvées pour une meilleure santé ». Très bon livre. Donc, 24 stratégies, 24 chapitres. On parle de beaucoup de choses en lien avec la santé. C'est sûr que le chapitre 17 en particulier traite de la prévention du cancer. Donc, il y a un chapitre spécifiquement Absolument. sur la prévention du cancer. Oui, et laissez-moi, je vais juste vous dire rapidement les sujets dans la table des matières. Bien sûr, on a les lois de la santé. OK, au début, on parle, mon Dieu, faut-il éviter les hydrates de carbone? On parle du gras, le pain complet, le lin, le chocolat, le sucre, le café. Ah, le chocolat aussi, on parle de chocolat. Oui, c'est bon, le chocolat. Ah, La vitamine le chocolat noir. B12, la D. Écoutez, on parle santé mentale, la prostate, un cœur sain, le style de vie. C'est très varié. c'est des stratégies finalement pour avoir une meilleure santé. Global, je Ou dirais. essayer Et d'améliorer. ça va servir aussi à prévenir les maladies, dont le cancer. Et comme on voit... Ça ne veut pas dire qu'on ne soit pas malade, mais ça... ça va aider beaucoup. Ça va aider. Oui, oui. C'est un beau livre, hein? Quand même. On voit qu'il y a des belles images, là, faciles à lire. Bon contenu, oui. belle illustration. Vocabulaire simple. Par 28 contre, c'est oui. ça, je veux savoir le prix. Oui, tu m'as devancé. 28 plus les frais de port. OK, c'est un bon investissement. Ça vaut la peine. Alors, si vous voulez obtenir votre exemplaire de ce livre sur les 24 stratégies pour une meilleure santé, vous pourrez dans un instant prendre contact avec nous. Et je me tourne maintenant vers toi, Sylvain, pour notre question d'auditeur ou d'auditrice aujourd'hui. Bien oui, je compte toujours sur votre participation aussi. Donc, on a une question très intéressante ici, puis c'est en relation au plan du salut. Selon Matthieu 22, versets 2 à 12, on a une parabole, puis vous remettre dans le contexte, c'est la parabole des noces de l'époux. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la parabole. Puis la question est, qui sont les invités ou les conviés
dans le texte biblique. OK? Matthieu 22. Oui. Je vais redonner Donc, les éléments de la parabole et puis Sylvain, tu vas répondre à la question. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Les éléments de la parabole, c'est donc qu'il y a un roi qui a des noces, c'est les noces de son fils. Et il décide d'inviter, évidemment, un certain nombre de convives. Il envoie des serviteurs pour appeler les invités. Les premiers disent on n'a pas le temps, on a il faut s'occuper de nos animaux. Voilà. Les deuxièmes disent nos champs nous attendent. Les troisièmes maltraitent les messagers. Finalement, le roi va envoyer des messagers, cette fois-ci un peu partout dans les rues, dans les carrefours, faire venir tous ceux qu'il peut faire venir, jusqu'à temps que la salle soit pleine. Et puis... J'espère que c'est une grande salle. Oui, c'est une grande salle. Je suis persuadée. Alors, ça veut dire quoi, Sylvain? Bien, quelque part, si on regarde le contexte, parce qu'on sait que c'est important, même dans le même chapitre, un peu auparavant, on voit que Jésus s'adresse spécialement aux Juifs. Puis, spécialement aux chefs. Oui, c'est ça, aux pharisiens. C'est ça. Puis, il veut vraiment leur démontrer qu'actuellement, ils sont en train de négliger une grande appel. Même, ça raconte que le fils va être tué. Et là, il revient finalement avec un autre parabole, c'est des noces de l'époux, pour montrer que finalement, si on n'accepte pas cette invitation-là, puis cette invitation est lancée à tout le monde, même le peuple juif, toutes les nationalités, toutes les nations, toutes les tribus, est-ce que c'est une priorité? Il y en a même qui ne vont pas répondre à l'invitation dans le texte. Ils ont reçu une invitation, puis ils n'ont pas répondu à l'invitation. J'ai reçu une invitation pour des noces, puis finalement, j'ai d'autres choses à faire. Je ne vais pas. Mais il y a quelque chose qui m'interpelle beaucoup aussi, parce que c'est vrai que le texte dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est impressionnant. Pourquoi? Parce que là, on voit en plus qu'il y a quelqu'un qui est assis dans la salle, dans cette grande salle, j'imagine, mais qui ne porte pas la bonne habit. Parce qu'il faut un habit pour les noces. Et cet habit représente le fait qu'on est couvert par l'amour de Dieu, par la grâce de Dieu, par son pardon, son sang, évidemment, son sacrifice. Ça représente une invitation pour toutes les nations. Donc, je pense qu'il faut y réfléchir. On peut donc répondre à notre auditeur ou auditrice que tous sont invités, mais que le plus important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire de l'invitation. Voilà. Exactement. Est-ce qu'on va la laisser là? Est-ce que ça va être une priorité pour nous de connaître Dieu? Est-ce que c'est une priorité de le laisser transformer nos vies? Est-ce que c'est une priorité d'être un jour dans son royaume? Ou est-ce qu'on a nos petites affaires qui nous préoccupent davantage? Je pense qu'il ne faut pas remettre à plus tard. Quand on sent que Dieu nous appelle, c'est important de répondre. Oui, bien, à quelque part, ça fait réfléchir aussi, parce qu'il y a même les chefs juifs qui sont là, qui connaissent beaucoup. On peut connaître beaucoup, mais encore là, il faut entretenir cette invitation. C'est une question de relation, de relation et d'amour. On n'est pas sauvé par la connaissance. Mais par la relation avec Dieu. Merci Sylvain. Plaisir. Et si vous voulez profiter de notre offre du jour, voici comment le faire. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Nous voilà arrivés à la fin de cette émission et je veux vous remercier au nom de toute l'équipe d'Il est écrit d'avoir été des nôtres. N'hésitez pas à prendre contact avec nous, faire part de vos remarques, de vos commentaires, de vos questions. Toujours un plaisir pour nous d'avoir votre feedback. On se retrouve la semaine prochaine, mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».